hot and drink deep of your presence. God bless you. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la vie, la grâce. Merci Seigneur pour la nouvelle semaine, cette 4e semaine de notre cursus d'entrepreneur familial. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée et vous soit encore donnée pour que nous puissions bénéficier suffisamment de cette semaine. Car le Seigneur inspire toujours, le Seigneur donne toujours. Tout est grâce et tout sera grâce au nom de Jésus-Christ. Papa, je te remercie pour ce que tu nous fais et tu continues de nous faire. We have come to the water to drink deep of your presence, to be satisfied. I am blessed today. You are blessed this week. We were blessed forever. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. We are blessed today. I am blessed today. You were blessed today. We were blessed today. I am blessed today. You are blessed today. My dear Sano, you are blessed today. Donas, you are blessed today. Yayet, you are blessed today. You can share all these links and so many people will come to learn about themselves, their family. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée, la vie que tu nous as accordée, la paix que tu nous as accordée, la connexion que tu nous as accordée et tout ce que tu veux encore nous faire cette semaine. La semaine sera remplie, très dense. Et seuls ceux qui sont disposés à être dans la préscience de Dieu vont apprendre quelque chose de très important. Parce que cette semaine est une semaine où on va regarder comment il faut conduire l'homme, il faut conduire les êtres humains dans le cadre d'une entreprise familiale. Et lorsque je priais, j'avais limité ma présentation à un niveau donné, le leadership, le management et la gouvernance de l'entreprise familiale. Mais le Seigneur revient pour me demander de mettre encore l'accent sur les phénomènes du divorce. C'est ce qui amène plus les familles à se divorcer, alors qu'ils ont un chantier commun. Le chantier là doit atteindre l'objectif. Mais le divorce aussi peut intervenir. Mais il faut que nous prions également pour ce phénomène de divorce qui peut aussi arriver, pour que notre présentation, notre leadership soit complet.
Bien-aimés, ce matin de la première journée de la semaine, je voudrais nous dire d'attacher correctement nos ceintures. Nous avons beaucoup à apprendre. Je vais présenter brièvement ce que nous allons faire. Nous allons apprendre au cours de cette semaine. Et si Dieu le veut, si je peux entamer le premier point, ça peut aussi aller. Cette semaine, c'est la semaine qui nous amène à faire le leadership, management et la gouvernance de l'entreprise familiale. Et chacun de nous va bénéficier de quelque chose d'intéressant. Dans une introduction, nous allons parler de pourquoi un leadership spirituel dans une entreprise familiale. Pourquoi? Nous allons faire cette petite introduction. Nous allons également voir l'importance d'un ancrage multiréférentiel, c'est-à-dire l'audience que nous avons, cette audience-là, est multiforme. Celui qui vient ici, si tu es chrétien, tu trouves ta part. Si tu es musulman, tu trouves ta part. Si tu es animiste, tu trouves ta part. Si tu es dans la sagesse africaine, tu trouves ta part. C'est-à-dire, il faut combiner un truc référentiel, il faut combiner la foi, la culture, la sagesse, l'andragogie. Il faut combiner l'ensemble là pour comprendre notre milieu culturel, notre milieu social et avoir une véritable cohésion et aller plus en avant. Tout simplement parce que lorsque tu es entrepreneur, ton marché n'est pas exclusivement chrétien. Ton marché n'est pas exclusivement musulman. Ton marché n'est pas exclusivement animiste. C'est tous ceux qui viennent de ces contrées, de ces religions, de ces cultures, qui viennent acheter ton produit. On va les comprendre. Et ce livre va avoir son objectif. Nous allons les décliner lorsque nous allons entamer la première leçon. La première leçon que nous avons prévue pour la semaine, il s'agit de comprendre l'entreprise familiale dans le contexte africain. Le contexte africain, nous allons comprendre l'entreprise familiale. Et nous allons faire 3 points là. Nous allons définir d'abord cette entreprise familiale avec ses spécificités. Nous allons décliner les enjeux culturels, générationnels et spirituels de l'entreprise familiale. Et nous allons passer à la famille comme noyau d'influence économique et éthique. La famille doit être un noyau d'influence économique et éthique. Là, nous avons fait la première leçon. La seconde leçon que nous allons faire, nous allons définir ce que c'est le leadership fondateur. Parce que nous voulons parler de l'entrepreneuriat. Tu vas fonder ton entreprise. Nous allons parler du leadership fondateur. Et par rapport à ce leadership fondateur, nous allons développer 4 points là. C'est quoi le leader comme visionnaire? Visionnaire et semeur. Il a la vision et il sème la vision. Nous allons voir tout cela sous l'angle biblique, coranique, et andragogique. Nous allons voir tout cela sous ces angles. Nous allons voir le rôle du patriarche ou de patriarche ou matriarche, parce que
papa peut être fondateur, comme maman peut être la fondatrice. Donc, quel rôle patriarche ou matriarche vont jouer dans l'entreprise familiale? Le troisième point que nous allons faire dans ce leadership fondateur, nous allons parler du leadership et l'andragogie. Sur le plan andragogique, nous allons parler de cela et nous allons ajouter une étude de cas que chacun peut aller faire. S'agissant de la troisième leçon que nous allons dépeindre au cours de cette semaine, il s'agit du management familial. Parce que le leader donne instruction au manager. Si le schéma là n'est pas dans ton foyer, n'est pas dans ta famille, eh bien, vous n'allez pas réussir. Alors, nous allons parler du management familial. Et nous allons développer encore 4 points là. Ces 4 points, nous allons organiser sans diviser. Parce qu'en réalité, le management, c'est la direction. Et quand on parle du management, on parlera de planifier, d'organiser, d'exécuter, de contrôler, et la roue tourne. Alors, organiser sans diviser. Il y a des gens qui peuvent organiser leur famille en divisant les membres de la famille. Il faut répartir alors les rôles comme cela se doit pour que la famille ne soit pas divisée. Le second point, nous allons parler de l'intelligence collective parce que la famille, c'est une entité soudée. Il faut intelligence collective. Il y a les principes bibliques qui vont parler de cela. Nous allons parler de l'équilibre entre affection et efficacité. L'affection est dans la famille. Ce n'est pas parce que il y a l'affection que le travail ne va pas être bien fait. Il faut combiner les deux. Le troisième point que nous allons développer dans ce management familial, nous allons parler d'un tableau de répartition stratégique pour que nous puissions maîtriser notre entreprise familiale. Nous allons entamer un 4e point, c'est un 4e chapitre. Et ce chapitre va parler de la gouvernance éthique et durable. Il faut bien gouverner son entreprise. Il y a toutes les ressources dans ta Bible, dans ton Coran, dans ton Fa, il y a tout disponible. On va les coordonner pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Et nous pouvons encore parler de 4 points là et comment nous allons parler de la transparence dans la gestion de l'entreprise familiale. Nous allons parler du conseil des sages. Comment organiser conseil des sages dans l'entreprise familiale. Et nous allons, le 3e point là, nous allons parler de comment mettre en place un comité familial ou une charte de gouvernance. Vous pouvez le faire. On va nous aider à le faire. Et 4e point, nous allons mettre une étude de cas pour la gouvernance de la maison. Bon, quand nous parlons par exemple de la gouvernance de la maison de David, nous pouvons prendre n'importe quelle autre maison. Dans le 5e point, le 5e chapitre que nous allons faire au cours de cette semaine, il s'agit de la transmission. Il s'agit de la transmission, comment l'appelle-t-on? De la sagesse. La transmission de la sagesse. C'est-à-dire, lorsque on veut parler de transmission, on parlera surtout de testament. Comment ça se passe? Nous allons en parler. Et nous allons parler de
l'andragogie de la transmission. Tout cela dans le chapitre 5. Dans le chapitre 6, nous allons parler ensemble de comment avoir des leçons, véritables leçons. Et c'est là le chapitre, attention, le chapitre 6. Nous allons parler, bien sûr, des défis. C'est des défis de, comment l'appelle-t-on, du temps présent, le temps contemporain, des choses qui menacent la famille. Et nous allons énumérer là-bas ce qu'on appelle la numérisation, mondialisation, comment la mondialisation a des effets sur la famille et comment rester fidèle au principe familial, à l'éthique familiale, et comment prier, comment faire les rituels spirituels pour que notre entreprise ne se frite pas. Et ce qui va retenir, ce que Dieu m'a demandé d'inclure, et cela, c'est ce qui a fait que les choses ne sont pas complètes que j'ai envoyé. Il s'agit d'un sujet très important. Nous parlons de famille soudée. Mais on ne peut pas négliger les phénomènes qui peuvent amener le divorce. L'entreprise que vous créez ensemble peut vous amener le divorce. C'est possible. Alors, le Seigneur m'a demandé de développer quelque chose là-bas. Et ce que nous allons développer là-bas, c'est que, oh Dieu, restaure nos foyers. Nous allons prier sérieusement que Dieu restaure nos foyers. Et là-bas, beaucoup de points m'ont été suscités. Et ces points peuvent aller à 8, que j'ai répertoriés, peuvent aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Ce qui veut dire que la semaine est trop remplie. Bien-aimés, écoutez-moi. Ici, je vais relater tous les problèmes qui amènent le divorce dans un couple et avec les solutions que nous pouvons chercher ensemble. Le premier problème, c'est l'infidélité quand la confiance s'effondre. Nous allons en parler. Le deuxième problème, nous allons comprendre la blessure. C'est-à-dire comment comprendre les blessures que ton conjoint t'a infligées. Surtout avec l'infidélité dans le couple. Le troisième sujet, nous allons parler de l'argent. Comment l'argent, c'est-à-dire les dettes, les déséquilibres économiques, comment ça peut amener dans un couple à avoir divorce. Il faut qu'on en discute et que Dieu puisse nous pourvoir des solutions. Le quatrième point là, nous allons parler de la famille élargie. Beau-père, belle-mère, cousin, cousine, qui peuvent devenir gangrènes et qui peuvent pousser un foyer à aller au divorce. Comment nous allons régler? Nous allons ensemble en parler. Le cinquième problème, c'est l'absence de communication et de blessures verbales. Il y a des gens qui ne savent pas parler à leur conjoint. Tout simplement ça amène au divorce. Nous allons développer également ces niveaux. Le sixième sujet, la stérilité, l'infertilité et la pression sociale. Vous êtes marié,
vous n'avez pas d'enfants et vous dites que vous êtes en train de faire entreprise. Vous faites beaucoup l'argent. Pour qui? Ça peut amener le divorce. Le Seigneur m'a demandé d'en développer. Le 7e sujet, il s'agit de l'incompatibilité sexuelle et attente non exprimée. Vous allez voir beaucoup de couples, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent, il y a beaucoup d'argent. Mais dans le lit, là, ça ne marche pas, ça ne va pas bien. Ça amène. Le Seigneur va nous donner des moyens pour résoudre également ces problèmes. Au niveau du 8e point que nous allons parler là, il s'agit de crise spirituelle, c'est-à-dire perte de foi, perte des conflits religieux. Les conflits religieux, vous n'allez pas les balayer de revers de la main, parce que dans les couples mixtes, et ça se passe, ça arrive. Ça peut amener le divorce. Et le 9e point, nous allons parler de la cohésion pacifique. C'est quoi cette cohésion pacifique? Les conflits religieux, ethniques, claniques, ça peut amener également le divorce. C'est-à-dire ce que le Seigneur m'a demandé d'ajouter là est devenu plus important que ce que moi j'avais prévu. Raison pour laquelle, au cours de cette semaine, nous allons être très assidus. Nous allons rapidement prendre ce que j'envoie dans le groupe, vous téléchargez et vous suivez avec. Et les 7 points de prière, quand je finis le live, ne négligez pas les 7 points de prière. C'est pour l'appropriation de ce qui s'est passé dans la journée. Donc, sans trop tarder, j'irai dans ce premier point en même temps. Parce que c'est compliqué. Le temps nous presse. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. I am blessed today. You are blessed today. We were blessed today. Père de gloire, je te dis merci. Je vais passer à l'introduction de cette leçon très importante et capitale pour nous mettre dans ton royaume. Tu es esprit. Et tous ceux qui veulent t'adorer doivent t'adorer en esprit et en vérité. Papa, inspire chacun de nous pour que notre pensée soit effacée et que notre cœur soit présent pour que la gloire de Dieu descende sur notre vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour le leadership, management, la gouvernance de l'entreprise familiale, je vais passer à une introduction. À cette introduction-là, je veux dire que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Dans le contexte africain et contemporain aujourd'hui, là, les entreprises familiales sont appelées à jouer un rôle. Un rôle pivot dans le développement économique. Entreprise familiale. Prenez le cas de la Suisse. Doivent jouer un rôle social, économique.
rôle spirituel. Mais cependant, quelque chose se passe. Beaucoup peinent encore à durer au-delà de la première et la deuxième génération. Nous sommes encore derrière. Nous ne voulons pas réfléchir. Nous dansons trop. Travaillons. Les causes sont multiples lorsque nous sommes en retard. Lesquelles causes? Nous avons des conflits internes que nous-mêmes nous créons. Nous avons des manques de vision commune parce que nous ne pouvons pas avoir vision commune en tant que mari et femme dans le foyer. Comment nos enfants peuvent avoir vision commune? Nous avons l'absence de gouvernance claire parce que nous n'aimons pas faire les choses de façon claire. Ou encore, nous sommes déconnectés de la foi. Ce sont des problèmes que nous avons. Ou nous avons la gestion quotidienne, c'est comme quelque chose qui se fait au quotidien. Et nous ne savons pas ce qu'on appelle l'immédiat, le moyen terme, le long terme. Nous les ignorons. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas évoluer. Alors, cette leçon que nous allons faire nous propose une approche intégrée. De tout cela, quel que soit ce que vous êtes, votre leadership doit être intégré. Le leadership et du management, de la gouvernance, de l'entreprise familiale, en s'appuyant sur les 4 points, c'est-à-dire la conception biblique, la conception coranique, la conception IFA, la conception andragogique. Nous allons regarder l'influence de toutes ces choses-là dans ce module que nous allons faire. Alors, si je prends la conception biblique, je saurai de quoi il s'agit. Je prends la conception coranique, je sais de quoi il s'agit. Quand je prends le fa, je sais de quoi il s'agit. Et quand je prends l'andragogie, je sais de quoi il s'agit. Notre ambition ce jour-là n'est pas autre chose que de proposer des modèles économiques adaptés à nos familles. Des modèles économiques intégrés et adaptés, contextualisés, spiritualisés, un leadership familial. C'est très important pour nous. Et chaque membre de la famille va trouver place dans cette dynamique de foi, dans cette dynamique de compétence et dans cette dynamique de vision. Si tu es ici, c'est ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour une basse classe. On a besoin des élites, des gens qui sont capables de relayer, comme 2 Timothée 2:2 le dit. Ce que tu m'as vu faire, ce que tu m'as vu, ce que je suis en train de faire, confie ces choses à des gens capables qui peuvent eux aussi donner ça à d'autres. La grâce de Dieu sera avec nous. Raison pour laquelle nous poursuivons ici des objectifs spécifiques pour cette présentation. 4 objectifs spécifiques. Et à ces objectifs spécifiques, il faudra après tout ajouter le dernier module que Dieu a imposé qu'on puisse intégrer. Alors, l'objectif de ce livre, de ce module, d'abord, c'est d'offrir un modèle inspiré de gouvernance pour les familles d'entrepreneurs africains. Tu vas être véritablement un bon entrepreneur. Dis, je serai un bon entrepreneur. Le second objectif que nous avons mis là, c'est créer un pont, de véritables ponts entre
les différentes conceptions, les différentes sagesses spirituelles. Il y a un souci qui retarde l'Afrique. Et ce souci-là, l'Africain devient trop religieux. Raison pour laquelle il dédaigne l'autre qui n'est pas de sa religion. Nous voulons établir un véritable pont entre ces différentes croyances lorsqu'il s'agit du travail. Le travail n'a pas de couleur religieuse. Lorsque tu veux manger, tu manges. Fais attention. Le troisième point d'objectif que nous avons pour cette semaine, c'est favoriser la transmission intergénérationnelle des valeurs et du savoir-faire. C'est des valeurs que nous avons, il faut transmettre, et le savoir-faire, il faut transmettre. Et le cinquième objectif, le quatrième plutôt objectif que spécifique que nous avons répertorié ici, il s'agit de l'andragogie qui doit être un point de repère pour nous. Attends. OK. C'est le dernier point plutôt, c'est de faire quoi? De former un leader andragogique qui respecte l'expérience. Que l'expérience soit beaucoup plus enseignée, que nous puissions bénéficier des expériences et que ces expériences soient capitalisées pour transmettre de façon générationnelle. Quelle grâce nous avons! Quelle grâce nous avons! Quelle grâce nous avons! Et que cette grâce-là va se multiplier pour nous encore cette semaine. Si vous le permettez, nous pouvons en même temps commencer le premier chapitre de cette leçon-là. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. We are blessed today. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dans le premier élément, le premier chapitre que nous allons faire cette semaine, c'est comment comprendre l'entreprise familiale en contexte africain. Nous voulons quelque chose de très important. L'entreprise familiale dans un contexte africain. Pourquoi les entreprises, par exemple, africaines, sont créées et qui meurent très vite? Le contexte africain. Bien-aimé, une entreprise familiale est une entité économique, comme vous le savez. Parmi les agents économiques, on cite les entreprises, on cite les ménages, on cite les institutions financières, on cite l'administration, on cite l'extérieur. Mais il y a plusieurs systèmes qu'il faut encore citer pour ajouter. Et ça devient un environnement systémique. Et nous irons de gloire si nous comprenons ce système. Donc, la gestion souvent des entreprises familiales peut avoir le problème d'employabilité. L'employabilité sont concentrées entre les mains d'une même famille. Comment employer les hommes, les humains? C'est entre les mains d'une même personne. En Afrique, ces entreprises prennent souvent
racine dans une histoire partagée. Lorsque vous êtes ensemble quelque part, vous observez quelque part et que l'idée est là, l'idée vient de quelqu'un, ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de la famille, et que l'idée jaillit, et que cette idée-là, c'est une maison commune. L'idée là doit être commune à la maison. Et un nom qu'on veut faire prospérer. L'entreprise familiale en Afrique, la première des choses que l'entrepreneur met dans sa tête, c'est qu'il veut faire par exemple la promotion d'un nom. Un nom, c'est-à-dire son nom, qu'on dise entreprise X, entreprise Bovide, entreprise Tantan, entreprise Scorpion. Et qu'on identifie, c'est-à-dire il y a déjà une personnalisation de ce nom. Ça peut créer problème, comme ça peut également faire avancer les choses. L'Afrique, en Afrique, ces entreprises souvent prennent racine comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons à dire pour comprendre l'entreprise familiale? La première chose que nous allons dire, c'est la spécificité africaine de l'entreprise familiale. Qu'est-ce qui est spécifique? Nous avons énuméré 4 points spécifiques pour l'entreprise familiale en Afrique. La première chose, c'est la forte influence du lignage et de l'autorité patriarcale ou matriarcale. C'est-à-dire, ne tentez pas de vouloir changer quelque chose de la lignée de la famille. L'autorité patriarcale, l'autorité matriarcale peut agir. Nous allons d'abord comprendre cela. Ce qui veut dire que quand on parle de autorité, autorité est spirituelle. C'est le pouvoir qui est charnel. Écoutons bien ça. C'est la première incompréhension des problèmes, la première incompréhension qui amène des problèmes en Afrique. L'Africain mélange les choses. L'autorité n'est pas humaine. C'est le pouvoir qui est humain. Ce n'est pas un homme qui est autorité. Un homme détient le pouvoir que l'autorité lui a confié. N'appelez pas quelqu'un que l'autorité représente. L'autorité représente le pouvoir. Mais l'autorité, c'est la loi. L'autorité, c'est les tests juridiques. L'autorité, c'est les principes qui vous téléguident. C'est ce qu'on appelle autorité. L'Africain a de sérieux problèmes. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle d'autorité, on mélange, on dit que voilà l'autorité. On prend par exemple le président de la République, on dit que c'est lui l'autorité. Il n'est pas l'autorité dans ton pays là. C'est la Constitution qui est l'autorité. Raison pour laquelle, lorsque le pouvoir se lève un jour, parce que l'autorité le gêne et qu'il met le pied sur l'autorité, cela veut dire que vous avez la décadence. Ça se passe dans la famille. Comprendre ce qu'on appelle autorité
et mettre différence entre autorité et pouvoir. Tout président de la République, par exemple, lorsqu'il prête serment ou bien lorsqu'il veut décorer les gens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. On ne dit pas en vertu des autorités, l'autorité qui m'a été conférée. Non, 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 non. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Parce que ces pouvoirs, on t'a donné, on ne t'a pas donné autorité. Autorité, c'est la loi. Autorité, c'est les principes. Autorité, c'est les règles. Et si tout humain se met sur le chemin de l'autorité, et ça doit être un crime imprescriptible. L'Africain, d'habitude, il confond plus cela. C'est ça le véritable premier problème de l'Afrique qui ne peut pas se développer. Une famille arrive quelque part, une famille s'émerge dans leur mentalité, c'est que ils sont élevés pour piétiner les autres parce que ils prennent la place de l'autorité, de la loi. C'est ce qui fait que en Afrique, je développe tout ceci pour comprendre comment la genèse est dans ta famille. Comment ça se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les gens ne peuvent pas respecter la loi? Parce que c'est des gens qui se mettent à la place de la loi au lieu de laisser la loi les gouverner. Ce qui fait que cela prend racine dans l'éducation familiale. L'éducation familiale doit amener les enfants, les membres de la famille, à mettre une différence entre l'autorité et le pouvoir. Celui qui met différence entre les deux choses, ce ne serait jamais possible pour lui de modifier la loi qui l'a amené au pouvoir. Parce qu'il a piétiné son père. La même chose dans la famille. La famille, nous avons ce phénomène dans la famille. Et cela téléguide notre vision entrepreneuriale en famille. C'est-à-dire forte influence du lignage de l'autorité patriarcale ou matriarcale. Le second point de la spécificité du contexte africain de l'entreprise familiale, c'est la dimension communautaire et clanique. L'entreprise familiale, la conception africaine de l'entreprise familiale, c'est une conception communautaire et clanique. Notre clan d'abord. Notre clan d'abord. Et le succès de l'entreprise est perçu comme celui d'une famille élargie. C'est pour cela que, avec ces implications que nous avons, que dans la famille africaine, ce que nous avons dans la tête là, c'est ce que nous traduisons en éveil en disant que Amanovi, monona yotidi, yoduna yogbo. C'est un proverbe dangereux pour la communauté. Mais c'est ça la conception de la famille africaine. La famille africaine, lorsque la famille a une entreprise, il faut que le nom de cette famille-là soit élevé. Comment? De façon imposante, mais pas de façon économique. Raison pour laquelle, lorsque nous prenons les familles
Renault, les familles Fiat, les familles Toyota, les familles, comment l'appelle-t-on, Peugeot. Quand on prend ces familles-là, ces noms sont toujours là, mais partagés dans le monde entier. Partagés dans le monde entier, il faut que la conception de la famille arrivée auprès des autres peuples soit adaptée au peuple et non pas imposée au peuple. Mais la conception africaine, c'est de vouloir imposer ça à tout le monde. Et c'est très dangereux. Le contexte africain de l'entreprise familiale. Le troisième point que je vais développer dans ce contexte, c'est l'absence de séparation entre les finances de la famille et celles de l'entreprise. Quand on parle de l'entreprise familiale en Afrique, c'est que la poche de l'entrepreneur égale à la poche de l'entreprise. C'est ma chose. C'est ma chose. C'est pour moi. C'est ma chose. Et c'est difficile de dire à un entrepreneur africain que l'argent que toi-même tu as est différent de l'argent de l'entreprise. C'est difficile de lui dire. C'est difficile. C'est son entreprise, c'est collé, confondu à lui. Et vous n'avez pas besoin de lui dire quoi que ce soit par rapport à cette différence-là. C'est quelque chose de très grave aussi et que nous allons chercher à comprendre et à pouvoir résorber. Le quatrième point que j'ai mis là, il s'agit de l'intégration de la spiritualité et des rites dans la grande décision de gestion. Ah, en tout cas, vous allez voir les entrepreneurs africains, lorsque par exemple la fin d'année arrive, vous allez voir plusieurs dans leur rituel. Dans leur rituel, vous allez voir à quelle divinité il a confié son entreprise. C'est quelle divinité gère son entreprise. Le contexte africain, on arrive à mettre beaucoup l'accent sur les rituels, les rites de la grande maison, rites de la grande décision. Lorsque je prends, par exemple, les prières, les consultations du phare, par exemple, le jeûne pour les musulmans, pour les chrétiens, le carême pour les musulmans, lorsque nous prenons ces choses-là, en réalité, ce sont des spécificités d'autres contrées. Comment les adapter au contexte africain? C'est un grand problème que nous avons. Et cela a des effets sur la gestion de l'entreprise familiale. Donc, si nous avons ce contexte spécifique de l'entreprise familiale, il y a alors des enjeux. Il y a des enjeux. Lesquels enjeux que nous pouvons faire sortir ici? Les enjeux, j'ai répertorié 3 enjeux. Les enjeux sont ce que nous appelons des conflits entre modernité et tradition. C'est des conflits. Lorsqu'il y a cette spécificité amène des conflits. Ce sont des enjeux culturels, générationnels et spirituels.
conflit générationnel, c'est entre modernité et la tradition. Vision de l'efficacité même de la rentabilité. Parce que les traditions sont là. Il faut respecter les anciens. Il faut être dans la logique. Il faut être communautaire. Vous savez, si vous ne comprenez pas le contexte africain, il y a trop de choses que vous allez blâmer. Le contexte africain, le vieux qui n'est pas encore mort ne peut pas être vivant et on va choisir le roi jeune. C'est pas possible. Quelle que soit l'intelligence du jeune, là, il n'a qu'à attendre. Vous allez comprendre aisément pourquoi les gens sont tellement âgés, mais ils veulent toujours être président de la République. Et c'est eux qu'on choisit pour mettre à la... C'est le contexte africain, c'est-à-dire l'Africain ne peut pas vivre. Le vieux ne peut pas être là vivant. Et vous allez choisir un jeune pour être son roi. C'est pas possible. Ça, et il faut ôter ça de la tête. C'est africain. C'est notre patrimoine. C'est le vieux qui connaît plus. C'est le vieux qui est là. Et c'est grâce à lui que nous sommes là. Tu dois comprendre. C'est-à-dire, c'est des contextes. Lorsque nous sommes dans la rue, on dit que, oh, voilà le président de la République, voilà le président du Sénat, voilà le président de tant, Assemblée nationale, voilà tant, et que difficilement la personne se déplace. Si physiquement la personne se déplace difficilement, cela ne veut pas dire que dans sa tête là, il est plus sage, il est plus gestionnaire que toi. C'est ça le contexte africain. Ce sont des enjeux. Et cela amène des conflits. Le deuxième enjeu qui est là, ce sont des défis de la transmission des valeurs spirituelles, générationnelles qui doivent être là. Parce que c'est le vieux qui transmet des valeurs. Le président Houphouët-Boigny disait dans le temps qu'un chef baoulin ne connaît pas son successeur avant de mourir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est africain ça. Ça, que tu dises oui ou non, c'est comme ça, la mentalité africaine. C'est la culture africaine. C'est le vieux, le sage, qui est d'abord. C'est quand il ne sera plus que tu peux, tant qu'il est là, même il peut être dans fauteuil roulant, ne pense pas que tu es meilleur à lui. C'est contexte africain. Tu dois comprendre ça et savoir ce que c'est l'entreprise. Pour que l'entreprise prospère, lorsque vous avez votre entreprise familiale et vous dédaignez le vieux de la famille, vous banalisez le vieux de la famille, sachez-le que l'entreprise ne marchera pas. Si vous le négligez, faites attention. Si vous le négligez, quand il va tendre son pied vers là-bas, là, cela veut dire que ton entreprise ne marchera pas. Les divinités vont se lever contre toi. Ça, il faut le savoir, c'est le contexte africain. Le troisième point de ce contexte que nous avons, c'est le besoin d'un cadre de dialogue. S'il y a les enjeux comme ça, ce n'est pas par bâton, ce n'est pas par fusil, ce n'est pas par des injures qu'il faut régler. Il faut chercher à avoir des cadres bien de réflexion, des cadres de dialogue
des cadres de dialogue intergénérationnel fondé sur la sagesse et l'écoute. L'entreprise en contexte africain. Et si je peux aller à un quatrième point de cette entreprise dans le contexte africain, la famille comme un noyau d'influence ethnique, d'influence éthique et économique. Alors, la famille, c'est comme un noyau d'influence. Si nous dédaignons la famille, nous avons quelque chose. Cela veut dire que la famille de l'entreprise, l'entrepreneuriat familial, la famille doit penser à ce qu'on appelle l'éthique. Si votre valeur, la valeur que vous avez dans la famille, que si la valeur peut inspirer les gens, c'est important. Donc, ce qui veut dire que le contexte africain, les textes sont sacrés. Lorsque tu parles de la Bible, dans certaines familles, ne mets jamais le Coran à côté. Ne parle jamais de fa. Ne parle jamais d'autre chose. C'est des limites que nous avons. Toutes ces orientations religieuses, des orientations culturelles, à chaque niveau, doit être pris comme une force et non des choses qui divisent. Alors, les textes sont là. L'Africain est déraciné. Son contexte même, il ne comprend pas son propre contexte. Et il prend d'autres éléments pour venir greffer. Même si on demande à quelqu'un ici, donne-nous les noms des mois dans ta langue maternelle. Combien de vous seraient capables de donner le nom des mois dans ta langue maternelle? Dans ta langue maternelle. Si ce n'est que janvier, février, mars, qui n'ont aucun sens, en réalité, qui n'ont aucun sens dans ta culture. Janvier veut dire quoi? Dans ton village, là, janvier veut dire quoi? Février veut dire quoi? Mars veut dire quoi? Tant que tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas les saisons. Tu ne comprends pas les saisons dans ton milieu. Tant que tu ne comprends pas les saisons dans ton milieu, l'entreprise que tu vas créer, cette entreprise doit refléter. C'est une culture d'entreprise. C'est une culture que tu as à la base. Et cette culture que tu veux faire avancer. Dieu ne te connaît pas dans janvier. Moi là, Dieu me connaît. Jove, Joje, Tedoche, Afofie, Dama, Massa, Si, Alom, Dacia, Mime, Agnognon, Kele, Adiama, Poche, Poive. 13 mois que moi j'ai pour une année dans ma culture. Dans ma culture, c'est le mois, c'est 28 jours. Et le mois 28 jours là, c'est ça le mois d'une grossesse. Une grossesse fait 28 jours fois 9. Une grossesse ne fait pas 30 jours, 31 jours,
30 jours, 31 jours, 30 jours. Non, 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 ne fais pas ça. La nature est liée à ça. Ta culture est liée à ça. Lorsque tu comprends vraiment ces choses-là dans ta culture, tu as une véritable culture d'entreprise déjà. Il s'agit donc de transformer la cellule familiale en noyau de gouvernance et de prospérité. On en a besoin. Quelle grâce nous avons. Raison pour laquelle des points de prière sont associés à cette présentation. Vous prenez ça, vous exécutez ces points de prière pour mieux approprier ce que je viens de développer. Je vais en même temps développer le second chapitre. C'est les deux que je vais mettre ce jour. Le chapitre 2. Si nous avons compris le contexte africain, j'ai fait cadeau des différentes appréciations bibliques, mais ça y est dedans. La seconde chose, le second chapitre que je présente pour cette semaine, c'est le leadership fondateur. C'est sur la base de ces cultures-là que maintenant, tu vas être fondateur de ton entreprise familiale. Le leadership fondateur. Deuxième point de présentation. Le leadership fondateur. C'est quoi le leadership fondateur? Le leadership comme visionnaire et semeur. C'est-à-dire, là où tu es, tu veux fonder quelque chose qui doit aller plus loin. Cela veut dire que tu dois être visionnaire et semeur. Tu as la vision et tu sèmes la vision. Alors, le leadership fondateur dans l'entreprise familiale, c'est quoi? C'est celui qui plante la vision. Je prie que tu puisses avoir la vision et que cette vision soit semée au nom de Jésus-Christ. Je prie que cela soit ainsi pour toi. Que la vision ne soit pas restée dans la tête, une réflexion, mais que ça soit vraiment une graine qui a été semée comme Jésus est devenu la graine qui est semée en nous là. Et il a fait 3e jour, il est ressuscité. Moi aussi, cette vision de leadership, cette vision entrepreneuriale pour la famille, ça va prendre corps. Réfléchis bien, comprends bien, sois dans cette dynamique et tu vas semer et ça va germer au nom de Jésus-Christ. Là-bas, nous allons voir comment, par exemple, Abraham quitte Our pour... Abraham doit quitter quelque part. Lorsque on veut être leader fondateur, semeur, c'est normal que tu dois quitter une conception pour une autre conception. Tu dois quitter ces enjeux, ces spécificités pour les émerger dans un environnement beaucoup plus élargi. Dans Genèse 12, vous allez voir plein de choses. Même le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque pour la Médine, va quitter la Mecque pour la Médine. Lorsque Abraham quitte Our pour Cana. Lorsque vous prenez toutes ces choses-là, vous devez être en mesure de comprendre. On ne peut pas être fondateur en étant sur la racine d'autrui. Ton père biologique
est une racine. Mais lorsque tu veux être fondateur, on ne peut pas fonder sur la racine du père biologique. On fonde sur la racine de père spirituel. C'est ce qui fait que il faut que la personne quitte quelque part pour aller quelque part. C'est ça, la grandeur spirituelle. Et pour que le lignage, la lignée familiale dans sa spiritualité ne soit pas complète sur ta vie et ce que tu feras avec ta vie. La grâce de Dieu va être avec toi. Lorsque nous prenons des leaders fondateurs qui acceptent l'appel, c'est le changement souvent de l'incertitude. L'incertitude à la foi. Quand on appelle Abraham, quand on a dit Abraham, on ne lui a pas dit exactement où il va aller, mais on lui a dit de sortir d'abord, avant de comprendre là où il va aller. Dieu œuvre toujours comme ça. Alors, dans ce contexte de leadership fondateur, tu es père fondateur. Le leadership fondateur trace le chemin économique. Il communique ce chemin-là, il communique la destination. Toi qui es ici, que tu veux fonder entreprise familiale, tu dois fortement comprendre ta base actuelle et tu quittes où pour où. Et la grâce de Dieu va être avec toi. Tu dois être inspiré et inspirer les siens, inspirer les gens à te suivre. Vous savez, le fa, dans certains signes comme Gedegba, comme les oracles, les signes, Gedegba et Obara, ces oracles, ces signes-là vont décrire ce qu'on appelle le chef spirituel, comme celui qui voit au-delà du visible pour le bien commun. Le fa met l'accent là-dessus. Maintenant, le chemin pour sa réalisation, c'est ça qu'on appelle la religion. Mais lorsque tu es lucide, tu comprendras que tous ces livres tracent de bons chemins pour toi, pour que tu réussisses dans ton milieu. Alors, ce qu'on appelle les qualités d'un leader fondateur, nous allons dépeindre ces qualités, 4 qualités de leader fondateur. Il faut que tu aies ces 4 qualités. La première qualité, c'est la foi et le courage. Deuxième qualité, c'est la justice et l'humilité. Troisième qualité, c'est la capacité à enseigner par expérience. Et la quatrième qualité, c'est la vision à long terme. Ces 4 qualités. Je prie que toi qui es ici, que tu récupères ça. Et la première qualité, la Bible est plus avancée pour que tu fondes la foi et le courage sur la Bible. C'est être capable d'avancer sans tout comprendre. Le texte de Hébreux 11 nous édifie beaucoup. C'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Ça, c'est une première qualité qui parle de la foi et le courage. La deuxième qualité,
Le Coran est plus approprié. C'est la justice et l'humilité. Le Coran, dans Sourate 4, verset 58, traite mieux ça. Il faut traiter chacun selon son talent et non selon son rang. Le Coran est plus approprié pour la justice et l'humilité. Il faut traiter chacun selon son talent et non son rang. Mais lorsqu'on va parler de la capacité à enseigner, l'expérience andragogique va t'aider plus que la Bible ou le Coran. Mais lorsqu'on parle de vision à long terme, c'est une combinaison générationnelle. Travailler pour 3 générations. Vous voyez les qualités. Lorsque nous dédaignons certaines choses, nous avons de sérieux problèmes. Alors, un point 6 pour le positionnement des membres. Lorsque je suis dans le positionnement des membres, quand on est leader fondateur, on doit être en mesure de positionner chaque membre à un poste donné, à un travail donné, sans frustrer, sans exclure quelqu'un. Le positionnement des membres. Et là, j'ai mis seulement des exemples. Lorsque je prends, par exemple, une mère fondatrice qui crée une entreprise agroalimentaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle assume la vision. C'est elle-même qui assume sa vision. C'est-à-dire, quoi produire et pour qui? C'est elle qui assume sa vision. Cela veut dire que la mère devient gérante, logiquement, et conseillère stratégique en même temps. Mais la fille aînée va faire quoi? Gère les finances. Ayant reçu une formation comptable, elle va gérer les finances. Lorsque nous prenons par exemple le fils cadet, il va piloter la logistique et les ventes. Lorsque nous prenons par exemple l'oncle, qui est respecté là, il va arbitrer les tensions ou il va agir comme un sage clan. C'est déjà une organisation de l'entreprise familiale. Lorsque je prends un second exemple, un jeune entrepreneur veut associer ses parents à son entreprise tech. Tu es jeune, tu veux associer tes parents. Alors, quel rôle? Comment ça peut, les positionnements, comment ça peut par exemple être? Il faut créer un comité familial. De signifier l'andragogie. Ouais, l'andragogie, c'est la science l'apprentissage de quelque chose par expérience. C'est ce qu'on appelle andragogie. L'andragogie, c'est, quand on parle de la pédagogie, c'est la méthode d'enseignement des enfants. Mais l'andragogie, c'est la méthode d'enseignement des adultes. Donc, ce que tu comprends dans pédagogie, il faut transférer ça vers les adultes pour parler de andragogie. C'est tout ce qu'on appelle l'andragogie. Et
c'est une science de transmission des valeurs par expérience. C'est par rapport à l'andragogie que l'Africain dit que un vieux qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui est perdue. C'est dans le contexte de l'andragogie qu'on dit des choses comme ça. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. La grâce de Dieu nous accompagne. Un exemple, deuxième exemple. Ce deuxième exemple-là, le jeune, il doit créer un comité familial avec réunion mensuelle. La deuxième chose, chacun supporte son expérience. Tu dois supporter son expérience. Le père, ancien comme, lui va, comme ancien commerçant là, lui sait ce qu'il va transmettre au foyer. Et la troisième chose, que les décisions stratégiques soient prises par consensus. Et on prie pour que les consultations du FA, par exemple, si vous êtes dans cette obédience, c'est ensemble qu'on consulte. Comme dans la Bible, on va consulter le prophète. Mais c'est le temps ancien ça. Mais aujourd'hui, toi tu vas consulter le Saint-Esprit. Celui qui est dans l'andragogie va aller consulter les anciens pour avoir conseil. Celui qui est religieux chrétien va chercher qui veut aller consulter les prophètes. Le musulman dit qu'il veut aller consulter l'imam ou consulter, je ne sais pas. Celui qui est dans le phare, il va aller consulter le phare, consulter un charlatan. Mais toi, enfant de Dieu, le Saint-Esprit est déjà là, en toi. Tu le consultes. Tu le consultes. C'est ça qui fait la différence. Raison pour laquelle toi et moi, nous devons comprendre ces choses de façon claire. Comment alors démarrer un leadership sain, un leadership fondateur sain? Parce que nous sommes dans le leadership fondateur. Comment on va démarrer ça? J'ai prévu quelques points ici. Et ces points, je voudrais que tu les prennes au sérieux avec moi. 4 points. D'abord, il faut faire quoi? Il faut prendre un temps de retraite. Retraite de prière pour clarifier la vision. On ne commence pas quelque chose sans prière. Il faut prendre un temps de retraite, de prière pour clarifier la vision. Néhémie, quand tu lis Néhémie 1 et 2, vous allez voir comment Néhémie a utilisé cette stratégie. Néhémie, avant de rebâtir les murs, est d'abord allé prier. La manière dont Dieu va lui multiplier les stratégies pour être leader fondateur. Aujourd'hui, c'est son nom qui est là, que c'est lui qui a reconstruit les murs. Ce n'est pas un docteur agrégé, ce n'est pas un professeur de la Sorbonne, mais c'est un échanson. Mais Dieu lui a donné, il a fait, il va te donner aussi, tu vas le faire. Le second point, pour comment démarrer un leadership fondateur, c'est écouter les anciens. Là, tu es avec le face. Le premier, tu es avec la Bible. Le second, il faut écouter les anciens, il faut consulter. Si tu crois en ça, ce n'est pas une affaire religieuse.
C'est une affaire de vie. Mais c'est le problème est que lorsque tu vas te cacher, par exemple dans l'église, et que tu vas aller faire ça, c'est que tu es assassin, tu es sorcier. C'est tout. Chacun choisit là où il est. Et il agit. C'est sur la terre. Tu vas réussir sur la terre. Le troisième point, il faut rédiger un document. Tu dois rédiger ça. Une vision familiale simple, tu peux rédiger. En tout cas, si tu es arrivé à ce niveau et que tu n'arrives pas à rédiger, fais-moi appel. Je vais rédiger un peu pour toi, je vais te canaliser. Tu vas rédiger. La vision familiale simple, claire et partageable. Tu peux le faire. Le quatrième élément pour fonder, pour passer à un leadership fondateur, c'est expliquer le pourquoi aux membres de la famille. Ça, c'est la communication de la vision. Et cette communication de la vision, tu as besoin d'avoir beaucoup de courage et mélanger ça avec l'andragogie, c'est-à-dire l'expérience. Parce que dans la famille, il y aura les Thomas. Il y aura les Thomas. S'ils ne voient pas là, ils ne croiront pas. Tu dois être en mesure de faire comprendre cette vision avec des références spirituelles appropriées. Et c'est les trucs concrets que nous pouvons développer dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, je voudrais tout simplement dire que si les deux chapitres-là de ce matin, si les deux chapitres, nous sommes arrivés à les présenter, je suis persuadé que la semaine sera bonne. Donc, il y a deux points de prière après avoir suivi le live de ce matin. Il y a 2 points de 7 prières, c'est-à-dire 14 points de prière que lorsque je vais finir le live, toi tu prends le document et que tu plonges dans la prière pour que le Seigneur te fasse comprendre davantage ce que c'est l'entreprise familiale dans le contexte africain et comment être un leader fondateur et semeur de l'entreprise familiale. La grâce de Dieu va t'accompagner et ça ferait encore demain matin pour que nous puissions revenir sur ce que c'est le management familial et les autres modules qui vont meubler la semaine. J'aimerais que d'ici demain, mardi, mercredi, j'aimerais qu'on puisse finir les 6 modules, les 6 points, et que jeudi, vendredi, qu'on s'attaque davantage à ce phénomène de divorce qui malmène nos couples, qui malmène nos foyers. Le Seigneur va nous relever et nous serons plus soudés. Nous serons plus soudés pour combattre et aller plus en avant au nom de Jésus-Christ. Que tu sois béni. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oh, ça me fait énormément plaisir et que la grâce de Dieu vous soit vraiment multipliée. Vous qui êtes connectés, oh, je reçois chapeau. Merci beaucoup. Oui,
Quand vous voyez, c'est ici on tapote, c'est ici on donne chapeau, c'est ici on donne les confettis, c'est ici on donne baleine, c'est ici on donne lion. Parce que ici, là, c'est mieux que les gens qui dandinent les fesses. Les gens qui dandinent les fesses, les gens qui font de n'importe quoi. Vous, le monde entier aime favoriser ce qui les détruit. Le monde entier, c'est ça. Ce qui n'est pas avantageux, là, on est beaucoup plus en mesure de sponsoriser et on est content. Mais lorsque là où on apprend comment encourager ces choses pour que ça existe et que nous puissions être là et demander davantage même des sujets. Nous sommes ici, là, par exemple, toi qui te présente ici, il y a un sujet brûlant qui est en train de créer problème là. Tu m'envoies ça. Tu m'envoies ça. Oh, pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas nous développer un sujet là aussi comme ça? Et c'est une grande école de la vie que vous suivez ici. Bien-aimé, Laura, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Ma chère maison de refuge, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Oui. Bonjour l'argent. Tu auras effectivement l'argent. Berthe, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Anna, le Seigneur est avec toi. Toto, sois béni. Air Force One, sois béni au nom de Jésus-Christ. Olivicop, le Seigneur te connaît plus et tu te fais béni au nom de Jésus-Christ. Télate, j'élève ma voix pour te bénir. Yaï, sois béni au nom de Jésus-Christ. Prunelle de Dieu, sois élevé. Oui, Mélanie, à même avant, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bien-aimé Ruth, le Seigneur est dans la barque ne chavirera pas. Yaïra, Brandin, le Seigneur te connaît. Oui, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que beaucoup de gens viennent dans ton atelier. Reine, la belle reine, sois bénie, sois élevée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé de GEGKM, la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Oui, héritier Anthony, soyez suffisamment bénis, et que le Saint des Saints soit dans la barque et vous conduise. Ruminez correctement ces choses. Et demain, nous revenons pour la continuité. La semaine sera très riche. Vous trouverez beaucoup de solutions à vos problèmes. Vos problèmes ne vont pas vous assaillir, mais on va sortir des problèmes de famille. Le côté charnel, le côté spirituel. Et on saura comment il faut se prendre quand il y a tel conflit, Nous sommes appelés à vivre en harmonie, pas à vivre en désunion. C'est une force que tu as. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h10. Préparez-vous des questions, des commentaires, puis ce vendredi, on donnera la chance à nous tous de pouvoir monter et dire quelque chose sur la semaine. Que le Saint-Esprit vous illumine et ensemble, nous sommes des vainqueurs. Soyez bénis. L'objectif de mon live n'est pas atteint, mais vous avez fait l'effort, vous avez envoyé mes chapeaux et quelques fleurs.
Mais j'aimerais que lorsque vous veniez demain, préparez-vous. Il faudrait que les objectifs soient atteints. Et ça donne plus de visibilité le live qui vient après. Quand les gens ne sont pas nombreux dans le live, c'est parce que les encouragements TikTok ne les voient pas atteindre leur objectif. Et on ne va pas tellement faire promotion de ta page. TikTok se comporte comme ça. C'est pourquoi nous avançons. Je vous aime bien.